Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler d'hyper-émotivité. L'émotivité, au fond, en quoi est-ce qu'on peut la reconnaître et surtout comment elle intervient dans nos vies d'hypersensibles. On parle beaucoup d'hypersensibilité et peu finalement de l'hyper-émotivité qui pourtant va ensemble, va avec et se remarque plutôt beaucoup quand on la vit. Donc le fait d'être hypersensible, au final, c'est vrai que c'est différent des autres personnes, mais être différent, normalement, n'est pas trop le problème. Mais ce qui pose problème, c'est que notre émotion, elle va impacter notre vie, impacter aussi parfois nos comportements et nous donner l'impression de soit favoriser nos comportements, notre réussite et notre vie, donc la facilité, ou au contraire faire l'inverse. Et on a beaucoup plus conscience de quand elle intervient justement pour nous freiner, nous empêcher, ou quand justement on est en train de la combattre. Là, on prend vraiment conscience de cette hyper-émotivité. À quel moment, par exemple? Eh bien, au moment où on est stressé, angoissé, où on est en état de panique. Donc, évidemment, ça nous empêche de fonctionner correctement. On fonctionne plus ou moins bien, mais ça reste un plus ou moins qui peut flancher à tout moment, justement. Particulièrement, on a vécu ça lors de nos études, par exemple lors d'oraux, lors de certaines passations, de certains examens. Ça peut être aussi quand on se sent regardé, le stress monte et là, on ne sait plus faire tout à coup. Donc, certaines personnes ne supportent pas d'être regardées parce que, étant trop émotifs par rapport au fait d'être regardées, bien sûr, derrière, il y a la peur d'être jugé ou la peur d'être perçu comme différent, ce qui est quand même le cas quand on est hyper émotif. Et je rappelle qu'on peut juste être hyper émotif ou être surdoué et hyper émotif, ce qui rajoute une double différence, on dira ça comme ça, et donc des fonctionnements particuliers. Donc ici, on va vraiment parler que d'hyper-émotivité. Et effectivement, le fait d'être hyper-émotif va avoir des impacts sur notre vie. Notamment, ça va être, on a très bien étudié, on est vraiment prêt pour, par exemple, présenter quelque chose par oral, mais on n'arrive plus à parler. Soit vraiment on se bloque complètement, ou on se met à pleurer parce qu'on est persuadé qu'on n'y arrivera plus. Et effectivement, on sent qu'il y a comme quelque chose qui dysfonctionne en nous, qu'on perd nos moyens, pour le dire simplement. Donc il y a cet état de panique qui crée d'ailleurs encore plus de panique parce qu'on sent qu'on est en train de perdre nos moyens. Il y a des personnes comme ça qui, justement, comme ils sont hyper émotifs, sentent qu'ils rougissent, sentent en fait l'afflux sanguin venir sur leur visage, ils sentent leurs mains moites, ils sentent les battements cardiaques descendre dans le ventre, ils ont des sensations physiques qui leur montrent qu'ils sont stressés. Et cet état de stress va embrouiller leurs pensées. En fait, les pensées, elles vont être très claires, mais elles vont être centrées sur justement ce qui crée encore plus de stress. Donc je vais être par exemple attentif à des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans cette situation. Par exemple, est-ce que la personne en face de moi est en train de faire une mimique particulière alors qu'en fait je devrais me concentrer sur mon texte. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis décentrée. Donc décentrée de ce que je dois faire, il y a trop d'infos qui me parviennent aussi en même temps, donc je peux capter beaucoup plus de choses, justement parce que mon attention est orientée vers des choses qui ne sont pas très utiles pour cette tâche-là, et c'est ça qui fait qu'on dysfonctionne. Donc l'hyper-émotivité souvent est vue comme un fardeau parce que effectivement dans certaines situations, quand on doit se déclarer à quelqu'un et qu'on se met à trembler, à paniquer, à dire n'importe quoi et au final à ne pas se faire comprendre, c'est vrai qu'au final ça paraît être plutôt un problème. Mais l'hyper-émotivité est aussi celle-là qui nous propulse, qui nous aide. Pourquoi? Par la passion. Oui, cette passion qu'on ressent nous met sur le bon chemin pour nous oriente, nous permet justement d'avoir des objectifs qui sont forts, qui sont intenses, avec des désirs qui sont très forts, parfois très frustrants aussi, mais parfois au contraire très porteurs. Ça veut dire que oui, si on a vraiment la niaque d'arriver à quelque chose, on va dépasser d'autant plus les obstacles sur notre chemin. Et donc les hyper-émotifs sont souvent des personnes qui vont réussir davantage, non pas parce qu'ils ont particulièrement des facultés, ça peut être ça, mais généralement c'est pas spécialement ça qui explique, c'est surtout le fait d'être
investi tellement qu'au final, ces personnes-là vont y parvenir parce qu'elles ne peuvent pas lâcher. Et ne pas pouvoir lâcher, ça a des bons côtés comme des mauvais. Le mauvais côté, c'est le risque de s'épuiser. Le risque d'être tellement dans l'émotivité qu'au final, on s'y perd. On se perçoit, on n'arrive plus à dormir, plus à manger, plus à être bien dans des fonctions qui sont assez basiques, qui sont vitales, justement. On n'arrive plus à relâcher la pression. Donc souvent, l'hyper-émotivité peut augmenter l'angoisse, mais ça dépend des pensées, ça dépend sur quoi on se concentre, d'où l'intérêt d'ailleurs de savoir qu'on est hyper émotif. Quand on sait qu'on est hyper émotif et que dans telle ou telle situation, on risque peut-être de perdre nos moyens, si on arrive à se dire c'est pas grave si ça arrive, généralement on ne les perdra pas. Justement, on arrivera à se raisonner, mais c'est vraiment se raisonner au niveau du cœur, au niveau du ressenti et pas au niveau de la tête seulement. Donc quand on est hyper émotif, c'est aussi comprendre qu'on l'est, savoir comment on peut se positionner pour justement savoir se récupérer. C'est par exemple apprendre à compter avant de parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc je me suis concentrée sur autre chose, donc il y a beaucoup plus de possibilités du coup que je sois moins stressée. Quand je vais commencer à parler, généralement je vais parler moins vite. Les hyper émotifs généralement parlent très vite. Je suis complètement concernée par la question. Beaucoup de personnes vont me dire mais pourquoi tu parles aussi vite? Mais parce que je suis passionnée. Donc quand je parle de quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas parler de la même façon. Quand je parle de quelque chose qui pour moi n'a pas d'intérêt vraiment, généralement, je vais parler plus doucement, autrement en tout cas. Et donc, justement aussi, comme les hyper émotifs sont très émotifs, ils vont apprendre peut-être aussi à parler un petit peu plus en tamisant leurs émotions. Donc, ça peut donner l'impression d'un discours un petit peu plus plat ou un petit peu plus philosophique pour les personnes qui en plus sont surdouées, qui vont du coup aussi utiliser beaucoup leur mental pour se raisonner, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est surtout passer par son corps pour calmer le corps, parce qu'on sait bien que quand on est hyper émotif et dans l'anxiété, par exemple, eh bien à ce moment-là, c'est le corps qui demande à être calmé, parce que c'est lui qui réagit. Donc, il faut travailler sur ce que vous ressentez exactement et pas sur autre chose. Mais ça peut être aussi hyper émotif dans le bon sens. Ça peut être hyper émotif parce que je viens d'apprendre une super nouvelle, je saute partout, je n'arrive pas à me calmer, à me poser parce que c'est trop bien justement. C'est au point de crier, c'est un peu comme font les enfants et donc ça peut paraître puéril et immature. Alors en fait, c'est de l'hyper-émotivité. Il y a aussi l'hyper-émotivité dans la colère. Donc attention évidemment à ce que la colère dépasse au niveau de notre comportement ce qu'on aurait voulu faire ou ce qu'on aurait voulu dire. Ça, parfois aussi, certaines personnes justement vont se brimer, s'empêcher d'exprimer certaines émotions, voire toutes les émotions, pour ne pas dériver quand il s'agit de colère. Donc, moi, je suis vraiment partisane de vous dire acceptez vos émotions, accueillez-les, ne laissez aucune émotion de côté, vous avez eu le droit de les ressentir et au fond, vous allez d'autant plus choisir ce que vous allez en faire et surtout si vous êtes émotif et très émotif. Pourquoi? Parce que la force déployée pour empêcher ces émotions-là est tellement importante à mettre en place, demande tellement d'énergie qu'au final, elle va œuvrer contre vous. Pour une personne qui émotionnellement n'est pas super émotif, c'est déjà compliqué de maintenir les émotions sous le seuil de la conscience pour fonctionner, je vais dire, sans normalement avoir plus ou moins conscience de ses émotions, donc c'est-à-dire en les tamisant, en faisant comme si il n'y avait pas d'émotion, elle n'était pas là en fait. Mais pour un hyper émotif, s'il fait ça régulièrement en tout cas, il peut faire ça pour un laps de temps assez court, par exemple parce qu'il est au boulot ou parce qu'il est justement face à une personne et il ne faut pas montrer ses émotions à ce moment-là, parce que peut-être cette personne va s'en servir alors contre. Si par exemple on est en train de participer à quelque chose de public, bien oui, on n'a peut-être pas envie d'étaler nos émotions comme ça. Ça dépend de la personnalité aussi de la personne, parce que être hyper émotif, c'est un fonctionnement, mais il y a toujours la personnalité de la personne qui s'ajoute, si vous voulez, au fonctionnement. Donc, ça, j'en reparlerai. Il y a d'une part donc notre fonctionnement et d'autre part notre personnalité. Et donc, c'est deux choses qui s'associent et ce qui fait que d'ailleurs, deux hyper-émotifs ne sont pas les mêmes, deux surdoués ne sont pas les mêmes, deux personnes qui sont schizophrènes ne sont pas les mêmes parce que, en fait, vous avez vraiment des différences entre fonctionnement et personnalité. Et comme c'est un mix de tout ça
qui se passe chez la personne, avec son histoire, avec justement comment la personne a choisi aussi d'être ou de ne pas être, eh bien, tout ça fait qu'effectivement, nous avons en face de nous des êtres humains qui sont très dissemblables et parfois semblables. En fait, on est tous uniques et vous le savez très bien, je pense. Donc, l'hyper-émotivité, c'est vraiment sentir qu'à certains moments, effectivement, on peut être propulsé par cette hyper-émotivité-là. Parfois, on peut être ralenti parce que l'hyper-émotivité est centrée sur quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable, comme dans le cas justement du stress, mais ça peut être aussi justement parce qu'il y a une peur de ne pas réussir, un doute à ce niveau-là. Donc plus vous allez calmer vos pensées et vos sensations, parce que ça se fait aussi au niveau des sentiments, donc le corps est important, et plus vous allez bien gérer vos émotions. En fait, vous allez les accueillir, c'est pas les empêcher, c'est pas les laisser s'exprimer si et seulement si ça se passe dans telle ou telle condition, c'est pas que ça, même si vous pouvez mettre en place aussi des espaces dans lesquels vous allez vous exprimer davantage, vous allez vous autoriser à justement les libérer. Quand on fait des cours de théâtre, généralement c'est ce qu'on fait, quand on fait des cours de chant, c'est ça aussi, de la danse, c'est ça aussi, c'est une façon d'exprimer nos émotions, une façon de les libérer et c'est une bonne façon. Jouer de la musique, c'est pareil, peindre, c'est pareil, tout ce qui est artistique, généralement rejoint nos émotions et ces activités vont servir de catalyseurs qui pourraient tout à fait être créatifs. Donc les émotions sont des énergies que l'on peut utiliser, donc qui sont aussi à notre avantage. Et ça, c'est vraiment le truc que je voulais vous dire dans cet audio, parce que beaucoup de personnes ont conscience des émotions entre guillemets négatives qui nous empêcheraient de faire. Mais quand on se calme, parce qu'on a des stratégies pour ça, bien entendu, vous allez trouver évidemment des pratiques de méditation, des techniques comme le fait de compter, le fait de se concentrer sur autre chose, de revenir dans son corps, de se centrer sur ce qu'on ressent, de changer sa posture de façon justement à prendre conscience de ce corps-là qui lui aussi a quelque chose à dire, de se dire, ben voilà, les émotions, je les accueille et même si c'est pas toujours chouette, agréable, etc., est-il normal que je sois stressée face à un entretien d'embauche? Ben, si la place vous intéresse vraiment, peut-être vous allez être très stressé, mais maintenant toujours vous dire aussi, et si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je saurais me relever. Et si j'échoue, est-ce que j'aurai pas une place meilleure derrière? Donc il y a toujours d'autres possibilités. Donc c'est important aussi de pouvoir se décentrer pour pas donner trop d'importance à une situation ou à une personne. Ça peut être quand on déclare sa flamme. Si c'est pas cette personne-là, c'est que c'est une autre. Peut-être que c'est mieux au fond. Et ça, on ne le sait pas. Mais se dire que tout ne s'arrête pas là et que tout ne dépend pas de cet instant-là, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre de mieux calmer tout ce qui est émotionnel. En fait, les émotions, on peut les utiliser à notre avantage. Plus on va créer des émotions positives en nous, et on a ce choix en fait, et plus ça va être porteur pour nous. Donc oui, vous pouvez transformer vos émotions, vous y habituer, les apprivoiser. Plus vous allez les reconnaître et les connaître, les détailler, et plus vous allez être à l'aise avec ça. Déjà, mettre des mots dessus, dire « Ah voilà, c'est ça que je ressens ». Déjà ça, normalement, ça vous calme, ça vous apaise. Il y a aussi l'écriture qui va permettre de poser ce qu'on ressent et de se dire « je l'ai déposé, maintenant je n'y pense plus parce que je l'ai déposé ». J'ai identifié la chose, peut-être j'ai dû me calmer justement pour écrire. J'ai dû m'asseoir, j'ai dû justement réfléchir à comment j'allais le mettre en mots ou comment j'allais l'écrire si je voulais que ça soit bien écrit dans un carnet. Donc je vous conseille, si jamais vous tenez un carnet, que ça ne soit pas juste une décharge, mais justement peut-être parfois de prendre le temps de noter ça de façon un peu calligraphique pour justement prendre le temps et laisser le temps à vos émotions de se calmer. Donc voilà quelques petites astuces pour mieux gérer votre émotivité, pour la détecter surtout et surtout pour vous dire, ça peut être une force. C'est ça que je veux vous dire, ça peut être une force. Autorisez-vous à utiliser cette force-là, parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur de leur émotivité, parce qu'ils ont peur de réussir en fait, parce qu'ils ont peur d'être eux-mêmes vraiment, parce qu'ils ont peur d'être vrais, d'être humains, d'être là pleinement, avec toute leur joie. Mais je vous rappelle quand même que la joie, le fait d'être hyper humain, c'est ce qui attire beaucoup de monde et c'est ce dont ont besoin la plupart des gens. C'est aussi ce dont a besoin l'humanité. On ne peut pas créer une entreprise sans créer un rêve, sans justement notre partie humaine. Et vous allez me dire, c'est un peu bisounours quand même ce que tu nous dis. Ouais, mais peut-être que le monde a besoin d'un peu plus de bisounours. En tout cas, de percevoir des futurs qui soient
peut-être épanouissant, peut-être florissant justement, peut-être plutôt positif, optimiste. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette partie de vous en fonction de votre personnalité, de là où vous en êtes et de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Plus vous allez être à l'aise avec vos émotions, quelle que soit l'émotion, et plus vous allez les sentir se calmer ou vous propulser ou pouvoir être utilisé exactement comme une vague qui serait déferlante sur la mer, mais qui pourrait, si vous êtes un surfeur et que vous savez surfer, qui pourrait être une vraie aubaine. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.